En 1915, Griffith révolutionne le cinéma avec à la fois l'un des films les plus ambitieux de tous les temps, un des plus grands succès financiers de tous les temps, mais également l'un des films les plus racistes et polémiques de tous les temps. En 1916, le prestige de Griffith dans le monde cinématographique, il est hors du commun. Comme le Faucon Blanc, c'est Griffith qui fait office de guide, qui dicte à quoi ressemblera le cinéma américain dans les prochaines décennies. Mais pour prétendre un tel statut de leader, un grand succès n'est pas suffisant. Il faut prouver que Naissance d'une nation n'est pas une anomalie et peut devenir la norme du cinéma hollywoodien. La seule chose à faire, c'est de renouveler l'exploit. Il va falloir faire un film encore plus grand, encore plus ambitieux, mettre des moyens complètement insensés, investir quasiment 2 millions de dollars de l'époque, dont une grande partie de la fortune personnelle du réalisateur, construire des décors de 90 mètres de haut, embaucher des centaines de personnes et mobiliser des dizaines de milliers de figurants. On va également devoir raconter une grande histoire, une fresque épique, avec une thématique centrale s'étalant sur 4 périodes historiques différentes. Et si on arrive à réunir tout ça, on réussira à créer le plus grand film de tous les temps. Et c'est en 1916 que sort le film Intolérance. Intolérance est un monument cinématographique qui m'angoissait rien que par son aura. Sous quel angle aborder l'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma ? Comment je fais si j'aime pas ? Ou pire si je ne comprends rien à ce que le film me raconte ? Ou à l'inverse, est-ce qu'on a là le premier film que je peux ranger dans la catégorie Masterclass ? Je vais commencer par le titre. Pourquoi le film s'appelle Intolérance ? Eh bien, contrairement au Faucon Blanc, le Griffith de notre réalité, bien qu'au sommet de sa gloire, n'est pas intouchable. Les polémiques vis-à-vis de la nature raciste de son précédent film, Birth of a Nation, n'étaient pas aussi modestes que ce que j'avais dit dans l'épisode précédent. Il y a vraiment eu une opposition conséquente, des critiques et des actions organisées contre le film. Intolérance, au-delà d'être le projet cinématographique sur lequel Griffith va se surpasser, est également créé en réaction à ces polémiques. Griffith veut y dénoncer l'intolérance des organismes qui voulaient condamner son film sans comprendre qu'il s'agissait, selon Griffith évidemment, d'un grand film humaniste. Intolérance est une démonstration de cette facette sociale. Quelles catastrophes se produisent quand l'intolérance sociale atteint un pic, représenté sur 4 époques différentes. Bon, si ça vous paraît tordu, c'est normal. Encore à notre époque, beaucoup des symboliques et discours du film sont toujours débattus par des gens bien plus spécialisés que moi en matière de cinéma. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, il vaut quoi le film ? Eh bien c'est là que ça va devenir embarrassant, car Intolérance est un film où je suis resté complètement en dehors. À aucun moment j'ai réussi à m'accrocher aux enjeux de sa trame. À aucun moment j'ai réussi à comprendre ce que Griffith essayait de me dire avec sa thématique de la tolérance. Et à aucun moment j'ai été investi émotionnellement dans le film. Intolérance est fascinant car j'y vois un vrai film malade. Une chimère difforme et grotesque à la Kentaro Miura, où Griffith aurait essayé de faire 3 films en même temps. À la fois un grand péplum babylonien aux scènes de bataille dantesques, à la fois un thriller contemporain où l'on travaille le suspense et les rebondissements, et à la fois une œuvre symbolique, métaphorique et mégalomane sur sa propre condition d'auteur incompris et censuré. J'ai trouvé le film lourdingue. Trop long, trop cryptique et beaucoup trop confus. Alterner constamment entre 4 époques est épuisant quand ce qui lie ces différentes époques n'est pas clair. L'impression de regarder 4 films en même temps est vraiment désagréable et m'a totalement empêché de rentrer dans le film. Bon, pour l'investissement émotionnel, c'est un échec total sur moi. Mais est-ce qu'au moins j'ai pu apprécier le film pour ses qualités de mise en scène ? Bof. À part pour un aspect du film que je garde pour plus tard, je n'ai pas vu en quoi Intolérance était révolutionnaire par rapport au film précédent de Griffith ou même par rapport aux autres films de cette même année. Il y a des idées qui sont assez remarquables, mais qui sont assez rares et dispersées dans un film que je trouve sacrément paresseux à certains moments. Paresseux dans le sens où la caméra se contente juste d'être illustrative, sans essayer de créer quoi que ce soit en termes d'émotion, d'ambiance ou d'immersion. Par contre, la musique est superbe. Orchestrée par Joseph Karl Brail, la musique est surpuissante, extrêmement riche d'instrumentation et surtout, arrive à varier ses sonorités et ses mélodies pour correspondre aux différentes époques que le film traverse. Mais encore une fois, à part pour souligner les dimensions grandioses et épiques du film, elle ne me crée pas vraiment d'émotion et finit par être vraiment redondante au bout de 2h30 de film. Mais au milieu de cette immense déception, qui n'engage que moi bien évidemment, il y a 20 minutes dans ce film qui sont extraordinaires, qui sont parmi ce que j'ai vu de mieux depuis le début de l'émission. Je parle bien évidemment de la bataille de Babylone. Mon pseudonyme n'étant pas la bagarre pour rien, bien sûr que j'ai été impressionné et galvanisé par ces images. Regardez-moi la taille de ces décors, la taille des tours de siège, le nombre de figurants qui se tapent dessus en un seul plan.
C'est ça l'aspect de la mise en scène de Griffiths que je gardais sous le coude. Il sait filmer le gigantisme de manière très efficace. Il va toujours réussir à trouver les bons angles de caméra pour que le décor soit le plus imposant possible, pour que chaque plan fourmille de détails au premier et en arrière-plan. Et c'est dans cette scène que se trouve le plan qui m'a le plus estomaqué de toute l'émission. Ce plan est absolument incroyable. Il pourrait être un fond d'écran s'il n'était pas filmé en 4/3. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire pour rendre crédible une bataille antique. Reculer la caméra permet également de moins voir les imperfections dans les chorégraphies de combat. Mais honnêtement, même quand on se rapproche de l'action, ça reste excellent. La première chose qui frappe, c'est l'utilisation d'effets spéciaux pour rendre crédibles des meurtres à l'épée. Les décapitations, les épées qui atteignent des points vitaux, les flèches qui traversent les corps. Même si je suis intimement persuadé qu'il y a eu des morts pendant ce tournage, non, sans déconner, il y a des trucs qui se passent pendant cette bataille, je ne comprends pas comment ça a été fait sans au moins quelques blessés graves. Tout dans cette scène est au service de la crédibilité. Absolument rien, même les choses les plus horribles, ne doivent paraître fausses. Et pour en finir avec les éloges, le montage est ultra efficace pour que jamais l'énergie de la scène ne s'épuise, pour que jamais l'immersion ne soit brisée. J'ai plus de réserves en revanche concernant les chorégraphies de combat que je trouve très brouillonnes. On verra avec un autre film de 1916 que l'on atteint un plafond de verre à ce niveau-là, et qu'il va définitivement falloir commencer à utiliser le montage et le découpage au service des chorégraphies. Donc oui, grâce à cette scène, Intolérance évite d'être un désastre absolu dans mon cœur. D'ailleurs, le film sera un désastre. Non, pas non plus un désastre, mais une vraie déception au niveau de sa réception. Les recettes seront insuffisantes pour que le film soit vraiment rentable, et la critique sera très mitigée. Globalement, le film est salué pour sa dimension spectaculaire et pour sa technique, mais laisse énormément de spectateurs sur le carreau à cause de sa narration confuse et hermétique. Griffiths ne se remettra jamais complètement de cet échec. Il perdra la confiance des studios, ses films seront moins imposants et plus intimistes, pas forcément moins bons, mais clairement, Intolérance est le point de bascule de sa carrière. Le film qui fera de Griffiths un réalisateur bien plus humble et plus prudent qu'auparavant. Le film qui le relèguera définitivement au second plan de l'industrie cinématographique. Mais du coup, la question que l'on pourrait se poser c'est: qui prendra la relève du grand blockbuster hollywoodien? Est-ce que vous connaissez Cecil B. 2000? C'est avec le film You and the Woman, que l'on pourrait traduire tout bêtement en Jeanne d'Arc, que Cecil B. 2000 devient pour moi un grand réalisateur. À mon sens, le digne successeur de Griffiths. Le film est dément, particulièrement sur son rythme. Avec une durée de 2h17, il n'y a quasiment pas de gras. Le film est prenant de bout en bout et ne me fait jamais décrocher. Énormément de scènes m'ont marqué dans ce film. La scène où Jeanne d'Arc arrive à convaincre tout le monde de prendre les armes contre les Anglais est incroyable. C'est la scène la plus galvanisante que j'ai pu voir du cinéma de cette époque. Il y a une énergie qui se dégage à la fois du montage et des comédiens qui m'est parfaitement communiquée. La prise de la forteresse est vraiment impressionnante. C'est long, c'est généreux, c'est lisible et c'est vraiment impressionnant sur certains plans. Mais comme je le disais avec les batailles que met en scène Griffiths, Cecil B. 2000 emploie également la technique de la surcharge. Remplir le plan d'un maximum de figurants qui se tapent dessus. Mais au bout d'un moment, tu atteins un plafond de verre si tu ne restes que sur des plans larges ou sur des plans fixes. J'attends vraiment avec impatience des batailles filmées avec de vrais mouvements de caméra et une utilisation réfléchie du montage. Dernier point sur le film, j'aime énormément le fait que tout le film se passe dans un immense flashback. Commençant par deux soldats qui découvrent l'épée de Jeanne d'Arc en pleine guerre des tranchées, et terminant sur les deux soldats qui accomplissent un acte de bravoure après s'être raconté l'histoire de Jeanne d'Arc. C'est une magnifique idée pour signifier à quel point Jeanne est une figure légendaire de l'histoire, dont l'héroïsme continue d'inspirer même 700 ans plus tard. Là on a un film qui mélange deux époques, mais qui le fait de manière habile, qui contrairement à Intolérance, crée un lien thématique fort et une vraie émotion. La transition entre le bûcher et l'allumette du soldat, j'ai hurlé de bonheur. C'est le raccord de montage le plus beau et le plus puissant que j'ai vu dans le cinéma de cette époque. Donc oui, You and the Woman est un film plus modeste qu'Intolérance, mais je le trouve tellement plus solide, tellement plus maîtrisé et tellement plus percutant émotionnellement. C'est vraiment pour moi un des tout meilleurs films des années 10 et le meilleur film de 1916.
Et sans transition, je vous propose de découvrir un geste de cinéma encore plus moderne, mais dans un genre radicalement différent. Je vous propose de découvrir la première adaptation cinématographique de 20 000 lieues sous les mers. Quand je vous dis que le cinéma de la deuxième moitié des années 10 appartient aux Américains, ce n'est pas pour rien. 20 000 lieues sous les mers est un film qui mérite tout autant de respect dans son aspect technique qu'intolérance. Ce film est incroyable dans le sens premier du terme. Rien qu'en termes de mise en scène, le nombre de plans et d'idées qui me sont restés en tête, dont leur modernité m'ont vraiment troublé, sont incalculables. En plus d'être restauré dans une qualité exemplaire, le film brille par sa narration visuelle, par son montage dynamique qui superpose plusieurs actions et enjeux sans nous perdre, et par ses angles de caméra très efficaces pour nous immerger dans le récit. Mais bien sûr, si le film est aujourd'hui légendaire, c'est pour la prouesse technique qu'il arrive à réaliser. L'enjeu de créer un tel film, un film avec des éléments de fantastique où l'on va explorer les fonds marins, serait justement de pouvoir filmer ces fonds marins. Le réalisateur Stuart Patton a demandé aux frères John et George Williamson de créer un dispositif permettant à la caméra de s'immerger dans une sorte de boîte avec une grande vitre et des spots de lumière. Bon, je n'ai clairement pas tout compris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils font avec une telle technologie. Au début, on filme les fonds marins. Il y a des poissons, du corail, il y a même un requin. Et déjà, avoir une vue aussi précise d'à quoi ressemblent les fonds marins en 1916, c'est une dinguerie. Beaucoup de spectateurs de l'époque ont découvert à quoi ressemblaient les fonds marins grâce à ce film. Et puis on monte drastiquement d'un cran en nous montrant les personnages en tenue de scaphandre et qui évoluent dans les fonds marins. Là, mon cerveau ne comprend plus. Déjà, je ne savais pas que l'on pouvait mettre des gens sous l'eau en 1916, et surtout, comment la caméra fait pour les suivre. Il y a probablement quelqu'un immergé derrière la caméra que l'on ne voit pas et qui est aux manettes, mais je n'imagine pas le cauchemar de réussir à tout installer et surtout à se coordonner. Ce n'est pas fini car à peine quelques minutes plus tard, on va montrer des comédiens qui se battent contre de vrais requins. Attends, comment ça? Et puis on a la fameuse séquence où le capitaine Nemo va se battre contre la pieuvre géante pour sauver un personnage en totale apnée. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Non seulement le film m'a rendu inquiet, non pas pour la vie d'un personnage, mais pour la vie d'un comédien, non seulement le film peut s'attribuer d'être une révolution technique, mais en plus, il va nous montrer que cette technique, ce n'est pas juste de la frime. Maintenant qu'on sait le faire, eh bien on va en mettre plein la vue. Les scènes seront longues, nombreuses, et serviront à chaque fois la narration. Oui, on peut filmer sous l'eau, mais surtout, regardez les possibilités que ça nous donne en termes d'imagerie. On dirait un film qui serait sorti des années après la maîtrise de cette technique, et c'est pour ça qu'il est aussi réjouissant à mes yeux. Avec ce film, Stuart Patton nous montre que l'évolution technologique en art, c'est très bien, mais ce n'est pas ce qui compte. C'est l'éventail de nouvelles images, de nouvelles sensations et de nouvelles émotions que tu vas pouvoir créer et investir. Mais bien sûr, on ne peut pas résumer le cinéma américain que par le prisme du divertissement. Dans une époque bouleversée par des combats sociaux aux multiples visages, il faut que je vous reparle de Lois Weber. En 1916, Lois Weber réalise 2 longs métrages. Le premier, c'est The Dumb Girl of Portici, un film dont une très grande partie de sa communication émotionnelle passe par la danse. L'idée est trop bien, mais ça n'a vraiment pas pris sur moi, j'ai malheureusement très vite décroché. Le second long métrage, c'est Where Are My Children? Et là on discute. Il va falloir que je sois très précis dans mes termes, car le film traite de la thématique de l'avortement, et de façon bien plus complexe et ambiguë que la simple opposition pour ou contre. Lois Weber, à travers son film, porte un discours qui par sa frontalité et sa complexité, est bien plus intéressant que le film lui-même. Étant donné que le sujet est abordé par une réalisatrice assez connue pour sa dimension militante, je me suis dit de manière assez binaire que j'allais me retrouver en face du premier film pro-choix de l'histoire du cinéma. Et les 3 premières minutes du métrage nous montrent des enfants, dans une espèce de paradis, qui attendent leur naissance. Comment ça? Est-ce que Lois Weber considère comme individus des enfants qui ne sont même pas encore conceptualisés? Ce n'est pas ce que j'appellerais une représentation pro-avortement. Et c'est là que les positions de Lois Weber deviennent vraiment complexes. On est en 1916, dans un pays où encore aujourd'hui, certains de ses dirigeants condamnent et interdisent fermement la pratique de l'avortement pour des questions religieuses. Évidemment que 100 ans auparavant, Lois Weber ne serait pas aussi catégoriquement pro-avortement. Si j'ai tout bien compris, Lois Weber considère cette pratique comme un péché jouant sur la limite du tolérable. En fait, plus que de parler d'avortement, ce film nous parle surtout d'inégalité de classe sociale. La pratique de l'avortement, en plus de nécessiter des accès aux soins et à du personnel médical spécialisé, souvent inaccessible aux populations défavorisées, n'est quasiment pas réprimée envers les personnes de la haute bourgeoisie. Se faire avorter en 1916 aux États-Unis t'expose à infiniment plus de risques à la fois moraux et médicaux si tu es prolétaire que si tu es fortuné. Et c'est précisément ça que dénonce le film, une inégalité morale qui permet aux classes dominantes non seulement d'échapper aux conséquences de leurs actes, mais aussi d'imposer aux classes inférieures le poids moral et matériel du péché. Avant de parler du film en lui-même,
j'aimerais que l'on s'attarde un moment sur les 2 cartons d'ouverture. Écrits par le studio Universal, ils servent à se dédouaner contre toute éventuelle censure. Ils se montrent conscients de la tension du sujet qu'ils traitent, mais surtout, rappellent à quel point le cinéma, au-delà d'être un divertissement, doit permettre à ses auteurs d'exprimer leurs opinions et de pouvoir traiter des sujets qu'ils veulent. Cette dernière phrase, certes ce n'est pas pensé pour les gosses, mais ça leur serait quand même extrêmement bénéfique de se confronter à des œuvres qui vont les élever et les questionner moralement, me rappelle cette époque que je n'ai pas connue, où les gigacorpos étaient des entités à peu près respectables. Quand le film commence, on a certes cette intro qui m'a fait comprendre que son discours serait beaucoup plus complexe moralement que je ne l'avais anticipé, mais surtout, c'est très beau. C'est irréel, c'est riche, c'est poétique, c'est malheureusement le seul moment du métrage où Lois Weber me captive par sa mise en scène. Le reste du film reste très solide, que ce soit en termes de cadrage et de montage, Lois Weber fait très bien son travail, certaines images et même certains moments parviennent à être marquants, mais ça me convoque assez peu d'émotions. La faute à une narration que je trouve hélas assez confuse. En fait, ma principale limite avec ce film, c'est que Lois Weber apporte je trouve plus d'émotion et de profondeur avec les intertitres qu'avec ses images de cinéma. Le contraire de son film Hypocrite par exemple, que j'ai traité en 1914, dont je trouvais les images bien plus riches, bien plus puissantes et bien plus évocatrices que Where Are My Children. Ça reste très bon et les contours du film sont assez passionnants à explorer, mais c'est une expérience un peu en demi-teinte pour ma part. Pour cette année 1916, j'ai également vu 3 films de Charlie Chaplin. Behind the Screen, c'est fort sympathique. Il y a de bonnes idées de gags et un concept assez novateur. J'aime beaucoup le fait que tout le décor soit un plateau de cinéma. Ça permet une mise en abîme assez intéressante et assez novatrice pour l'époque. 1AM, c'est très sympa également. C'est vraiment un film bac à sable, au scénario extrêmement simple et donc très permissif en termes d'idées. Plus on avance dans le film et plus la construction des gags devient excellente, arrivant toujours à créer de l'inattendu. Chaplin s'est vraiment cassé la tête sur tout ce qu'il était possible de faire avec chaque élément du décor, et prouve pendant tout le film son talent de comédien en termes de physicalité. Mais le Chaplin que j'ai préféré cette année, c'est The Vagabond. Un film qui commence par du Chaplin très classique mais très efficace, avec une grande course-poursuite. C'est super bien rythmé, ça propose des chorégraphies de combat de plus en plus solides au fur et à mesure de sa carrière, et il y a des idées de blagues vraiment malignes et sincèrement drôles. Puis sur les 2 derniers tiers du film, on va calmer le rythme. On va laisser l'esprit clownesque de côté, pour donner de l'espace à une émotion étonnamment juste. On va suivre le début d'une romance, et je ne m'attendais vraiment pas à être aussi investi dans ces enjeux. En fait, c'est le contraste qui marche super bien. L'émotion plus discrète est d'autant plus puissante quand elle arrive de manière inattendue, et je ne me rappelle pas d'un film de cette époque aussi bien assumé et réussir une telle rupture de ton avec autant d'élégance. C'est très fort. Bon, à part ça, est-ce que vous vous souvenez d'Alice Guy, la réalisatrice que j'avais encensée en 1905, mais dont je n'ai jamais reparlé depuis? The Ocean Wave, c'est l'une des dernières œuvres d'Alice Guy, et c'est vraiment sympa. Cinématographiquement, c'est très solide, on a un rythme de montage vraiment soutenu, vraiment efficace, et certaines idées de plans particulièrement astucieuses. Mais ce que je remarque le plus dans ce film, c'est à quel point il est tendre, à quel point il y a de la douceur qui émane de ses personnages. Ça vient peut-être de la féminité d'Alice Guy, mais rarement des émotions positives de personnages du cinéma de cette époque m'auront été communiquées avec autant de justesse. Le film est adorable et il se regarde vraiment tout seul. Malheureusement, une grande partie du film nous est inaccessible. Seules 36 minutes subsistent et ont pu être conservées, mais le reste semble être perdu à jamais. Ça ne gêne pas la compréhension de l'intrigue, les intertitres font très bien le taf, mais c'est quand même bien dommage. D'ailleurs, comme Maurice Turner en 1914, Alice Guy est aussi partie aux États-Unis, le temps que la situation se calme en Europe. C'est pourquoi le film est de nationalité américaine, produit par un studio américain. Et puis il y a d'autres films américains qui m'ont certes moins marqué, mais qui méritent tout de même qu'on s'y attarde un minimum. Hell's Angels par exemple, réalisé par Charles Sequard. C'est un film assez noir, assez nihiliste, qui se passe au fin fond du Far West, un lieu où la violence inhérente aux hommes de cette époque se confronte à l'arrivée d'un catholique évangéliste. La deuxième moitié du film propose des scènes d'action, des scènes de foule et des scènes de destruction à la fois intenses et assez impactants émotionnellement. Ce qui se passe n'est jamais montré comme cool ou héroïque, mais véritablement comme catastrophique. Ça m'a pas mal rappelé les scènes de grandes catastrophes du cinéma italien du premier âge d'or. En plus de ça, le film fait quelque chose d'assez novateur pour l'époque. C'est la première fois que je vois un personnage aussi iconisé comme un héros. Ça va passer par son jeu et par sa manière de le filmer. Charles Sequard va vraiment le cadrer pour qu'il dégage du charisme et de la majesté. Son costume est différent des autres, on le remarque donc immédiatement. On va aussi lui donner 2 revolvers pour créer une signature visuelle et faire se rendre compte de la maîtrise qu'il a de ses armes.
c'est un vrai personnage de cinéma de divertissement qui surpasse son médium. Comme Chaplin dans un registre tout autre, on a envie de revoir ce comédien dans d'autres films pour qu'il joue à peu près le même personnage. William S. Hart est souvent cité comme l'une des premières grandes stars du western américain, et Hells Angels est un des premiers films qu'il a réellement iconisé. The Curse of Quan Wang. Malgré les apparences, c'est un film américain. La réalisatrice, Marion Evelyn Wang, voulait présenter à travers son film la culture chinoise à un public américain. La forme du film est donc au départ très documentaire. On a vraiment l'impression d'être face à de vraies situations, à quelque chose de vraiment tangible, comme si on avait filmé le plus banal du quotidien. Puis le film devient de plus en plus onirique, au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans le drame. Quelque chose que je trouve intéressant, c'est les artefacts visuels dus à l'altération de la copie. On n'en a pas pendant quasiment tout le métrage, le seul moment où ils sont vraiment présents, c'est quand le personnage principal est au fond du gouffre du désespoir. Et pour la première fois de l'émission, j'ai vraiment eu l'impression que ces artefacts servaient à la narration du film, comme si on avait une représentation allégorique de l'état mental du personnage, tellement en détresse que les pensées se brouillent, deviennent noires et témoignent d'une colère sourde. C'est une très très belle coïncidence. Et avec la première adaptation cinématographique de Blanche-Neige, qui est vraiment affreuse dans tous ses aspects, on en a enfin fini avec le cinéma américain. Il est temps de voyager un peu. Du côté italien, on ne sort pas encore la tête de l'eau. La production cinématographique n'est pas non plus au point mort, mais se concentre principalement sur des mélodrames intimistes, portés par des comédiens stars. The Royal Tigress en est une bonne illustration. Le film est réalisé par Giovanni Pastrone, celui qui était autrefois à la réalisation de l'immense Cabiria. Ce n'est probablement pas un mauvais film, mais on est sur une proposition de cinéma qui m'a l'air très standard, en plus d'être très mal conservé. Et en France, c'est pas tellement mieux. Depuis que Méliès est parti, le cinéma français peine beaucoup à me passionner. J'ai vu un film français pour 1916, et c'est Chantecoq, réalisé par Henri Pouctal. Je n'ai vraiment pas grand chose à dire dessus, car en termes de pure qualité cinématographique, c'est vraiment pas extraordinaire. En revanche, le jeu d'acteur et la qualité d'écriture des dialogues est assez génial. C'est drôle, c'est expressif, très théâtral et vraiment divertissant. C'est l'un des seuls films de l'émission que j'ai pu voir qui arrive à me faire passer un bon moment uniquement grâce à cet aspect-là. Du côté de l'Europe du Nord, on a des propositions bien plus intéressantes, et on commence par la Suède avec le film Vingården. Réalisé par Maurice Stiller, à ma connaissance, il s'agit du premier film mettant en scène une relation ouvertement homosexuelle, inspiré du livre Michael de Herman Bang. Parler d'homosexualité en 1916, même dans l'un des pays les plus ouverts sur le sujet, c'est avoir 30 ans d'avance sur tout le monde. À cette époque, les relations gays étaient illégales en Suède et pouvaient, pas systématiquement mais pouvaient, aller jusqu'à des peines d'emprisonnement. La sortie d'un film abordant un tel sujet aurait pu avoir de graves conséquences, entre scandales, lynchage, voire enfermement des cinéastes. Quand on voit comment 100 ans plus tard, on parle d'apocalypse civilisationnelle dès que deux femmes s'embrassent dans un médiocre film pour enfants, je me posais sincèrement la question. Eh bien, pas du tout. Quasiment aucune manifestation, pas de colère, pas de tentative de censure, rien. Le film a été reçu à l'époque comme un film parfaitement normal. Faut dire aussi que l'homosexualité de ce film n'est pas le sujet principal. Le métrage s'attarde beaucoup plus sur des notions assez profondes de relations humaines, entre artistes et modèles, où le public peut facilement se projeter. Les notions d'égoïsme artistique, de trahison et de désillusion, c'est surtout de ça dont le film parle. De plus, Maurice Stiller met en scène cette relation avec beaucoup de pudeur. Tout passe par le regard, par la gestuelle, par l'affection qu'ils se témoignent entre eux. Pas de scène de sexe, pas d'embrassade, même pas de déclaration d'amour prononcée à voix haute. Bien sûr que le film n'aurait pas été moins bon si la relation amoureuse était représentée de manière plus explicite, mais pour l'Europe de 1916, c'est déjà un gigantesque pas en avant. Et dernier point, le film est suffisamment solide sur ses qualités cinématographiques pour que le public parle de ça avant tout. De la justesse des comédiens, de cette idée saugrenue de mettre en début de film des photos de l'équipe de cinéastes en train de créer, de la beauté de son noir et blanc, de la fluidité de sa narration, de ses plans capturant parfaitement l'émotion des personnages, ce film est très très bon sur tous les aspects. En 1914, on avait abordé le premier film du Danois Benjamin Christensen, à savoir le X mystérieux. Et je vous en parlais comme le film le plus soigné visuellement de toute l'émission. En cette année 1916, le réalisateur nous propose son second long métrage, Blind Justice. Et c'est tout aussi solide. Pour être honnête, c'est moins une claque esthétique que son premier long métrage. C'est surtout sur son scénario que le film m'a vraiment accroché. Le récit est d'une clarté et d'une fluidité assez exemplaires, si bien que je reste investi dans ses enjeux pendant plus d'1h40 sans que jamais je ne décroche. Ça joue bien, surtout du côté du personnage principal, c'est bien rythmé, il y a des séquences de suspense qui parviennent à créer une vraie tension avec des idées vraiment malignes, et surtout, oui, le film est visuellement très soigné.
La copie du film a été excellemment conservée, nous permettant d'apprécier pleinement son travail sur la lumière et sur la pénombre, la composition réfléchie de ses cadres et ses angles de caméra qui font vraiment moderne. Le cinéma apprend de plus en plus à transmettre une émotion ou une information visuellement plutôt que textuellement, et ici, même s'il y a parfois pas mal de lectures, je constate vraiment l'évolution. On arrive à la fin de notre voyage. C'était trop long, j'ai envoyé pas mal de tunnels, mais je n'y peux rien. Malgré la guerre qui fait rage en Europe, 1916 est de loin l'année la plus riche et passionnante que j'ai pu explorer. D'ailleurs, en parlant de la guerre, peut-être qu'au montage je vous ai montré pas mal d'images d'archives. Ces images je ne les ai pas faites moi-même, elles sont toutes issues d'un documentaire britannique sorti en 1916. Un documentaire qui se nomme The Battle of the Somme. Ça fait un sacré paquet de temps que l'on n'a pas mentionné l'existence du cinéma britannique. Et je vous propose qu'on s'envoie un dernier tunnel de réflexion. La bataille de la Somme est un objet de cinéma vraiment intéressant. Réalisé par Geoffrey H. Mullins, on est peut-être sur le film le plus important de l'histoire du documentaire. C'est un documentaire qui va nous montrer l'armée britannique sur le front pendant la bataille de la Somme. Les préparatifs, la gestion des pièces d'artillerie, les déplacements des troupes, la vie quotidienne dans les tranchées ou dans les lignes arrières, et même des offensives. L'armée britannique a autorisé la présence d'un dispositif cinématographique dans cet écosystème, et ça nous donne donc des pièces historiques de très haute valeur. Alors évidemment c'est un documentaire, ce sont des images prises sur l'instant, il n'y a pas d'esthétique particulière, pas de mise en scène à analyser, pas de scénario à décortiquer. Bien sûr que si. On est en 1916, à une époque où la propagande a été pleinement intégrée à l'effort de guerre, et la bataille de la Somme est l'un des meilleurs supports pour aborder le thème du rapport qu'entretient le documentaire avec le réel. C'est un sujet qui mérite une vidéo entière, donc je vais être assez bref. Au-delà des instants qui sont véritablement mis en scène pour les besoins du documentaire, car oui, il y en a dans le film, Geoffrey H. Mullins, en tournant ces images, prétend montrer la réalité objective de la vie militaire britannique. Et même s'il voulait sincèrement le faire, il ne pourrait pas. La création d'un documentaire dépend d'un travail, des choix, d'une intelligence et d'émotions humaines. Ce sont des humains qui décident quoi montrer ou pas. La manière dont sera filmé tel ou tel événement dépend d'un processus de réflexion humain. Quel angle de caméra on utilise? Qu'est-ce qu'on met dans le plan? Le même événement peut renvoyer une humeur et un propos radicalement différents selon la manière dont il est filmé. Parce que quand il s'agit de rendre compte d'événements, de montrer une situation, on ne va jamais le faire de façon totalement aléatoire. On est tous influencés par nos émotions, par nos points de vue politiques et par l'histoire que l'on a envie de raconter aux spectateurs. En l'occurrence ici, le projet était de remonter le moral du spectateur britannique angoissé par l'actualité militaire. Le projet c'est de représenter la puissance de l'armée britannique et que la motivation est toujours présente malgré les difficultés quotidiennes. Malheureusement, ça a eu l'effet inverse, et sur les 20 millions de Britanniques qui ont vu ce documentaire dans les 5 mois après sa sortie, la majorité en sont ressortis encore plus en détresse, se rendant parfois compte pour la première fois de l'enfer dans lequel leur fils de 17 ans était en train de survivre. Et pour en revenir à mon propos, ça s'applique à toutes les formes de documentaires, à n'importe quelle personne qui prétend retransmettre une réalité objective d'un événement via une interface vidéo. Tant qu'il y a une intelligence humaine à l'œuvre entre le réel et l'interface, ce réel sera biaisé par ses émotions, ses opinions et ses volontés de narration. Bien sûr, ce n'est pas binaire, je ne demande pas à remettre en question le principe même du documentaire, juste rappeler à quel point il est important de se souvenir que derrière toutes les images dont nous sommes abreuvés en permanence, il y a toujours un humain, maintenant un algorithme, qui, parfois consciemment, parfois non, nous influence sur quoi penser du réel qu'il nous montre, dans le processus de création, d'édition et même parfois de partage de ces images. La bataille de la Somme est l'une des meilleures illustrations de ce propos que l'on peut trouver dans le cinéma de cette époque. D'une volonté de représenter le réel de manière objective, il a à la fois été utilisé comme un outil de propagande glorifiant l'armée et reçu majoritairement par le grand public, comme le film qui a fait prendre conscience des horreurs de la guerre. Et en fait, je trouve que ça rend le genre du documentaire encore plus passionnant qu'il ne l'est. Plutôt que d'avoir une représentation froide et objective du réel, je trouve ça tellement plus passionnant et stimulant intellectuellement quand le documentaire assume un vrai point de vue, une vraie prise de position. On doit juste être conscient du contrat que l'on passe avec le cinéaste, avec celui qui pense les images qu'il va nous montrer. Être conscient que l'on ne peut pas faire à 100% l'expérience du réel quand il passe par une interface et quand il y a un esprit conscient entre ce réel et l'interface. Peut-être que c'est un propos très banal que je viens d'exprimer, peut-être que tout ça vous le savez déjà, mais je trouvais ça assez intéressant d'en parler. C'est un sujet que l'on creusera peut-être davantage avec d'autres documentaires qui viendront dans de futures émissions. Et c'est ainsi que se termine notre voyage à travers l'année 1916. Je suis épuisé, mais j'espère vraiment que ça vous aura intéressé tout du long.
Je vous souhaite une bonne année 2026 avec toujours plus de bonheur et de cinéma. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit, peut-être pour 1917, peut-être pour autre chose. Bref, à la prochaine.